de malades d'Ebola au Mali, la dernière personne malade du virus est guérie. Un succès annoncé par le ministère malien de la Santé jeudi. La Fédération internationale des ligues des droits de l'homme appelle la justice ivoirienne à mettre fin à l'impunité pour les auteurs des violences post-électorales de 2010. Mohamedou Bouhari, candidat du Congrès progressiste, est depuis hier le principal rival de Goodluck Jonathan aux élections présidentielles de 2015 au Nigeria. Ravi de vous retrouver, Madame, Monsieur, bienvenue dans cette édition. Bonne nouvelle du côté du Mali, la dernière personne qui était traitée pour Ebola est guérie. Ce succès a été annoncé par le ministère malien de la Santé jeudi. Cette personne était la seule personne traitée pour Ebola dans le pays depuis la sortie d'hôpital du premier malade annoncé le 29 novembre. Aucun nouveau cas n'a été signalé depuis plusieurs jours dans le pays où 26 personnes ayant le virus après avoir eu des contacts avec les porteurs du virus étaient sous surveillance sanitaire. Le ministre de la Santé a précisé que cette surveillance serait levée pour la moitié d'entre eux ce vendredi. Le redressement des systèmes sanitaires des pays ravagés par le virus Ebola coûtera des millions de dollars et prendra plusieurs années. Ces propos ont été tenus au siège de l'OMS à Genève par des ministres de la Santé africains dans une déclaration conjointe. Comment reconstruire les dispositifs de santé des pays les plus affectés par le virus Ebola? C'est dans l'idée de remédier à cette préoccupation que s'est tenue à Genève une rencontre d'échange entre des experts internationaux et les ministres de la Santé de la Sierra Leone, du Libéria et de la Guinée. La propagation rapide de la maladie peut s'expliquer non seulement par un manque d'infrastructures adéquates, mais également par un manque de formation du personnel médical et par une prise de conscience tardive de la population des dangers encourus. Grosso modo, l'épidémie doit s'apporter à la faiblesse des systèmes sanitaires africains. De certains districts où on a pratiquement qu'un seul infirmier ou un aide-soignant qui n'a pas du tout la formation requise pour prendre en charge les cas liés à la prise en charge des épidémies. Donc il faut au moins une préparation de minimum 5 ans. Et le budget, il faut aller autour de 300 millions de dollars. Du côté de la Sierra Leone et du Libéria, le diagnostic est similaire. Les regards sont tournés vers la communauté internationale pour financer la construction de services de santé robustes. Nous avons aussi des contraintes logistiques. Je peux sans doute compter sur les doigts de ma main le nombre d'ambulances que nous avions au début de l'épidémie pour une population de 6 millions de gens avec des conditions de terrain aussi compliquées que les nôtres. Nous savons tous que nous avons un manque aigu d'aides-soignants, donc nous allons prioriser la formation et vraiment développer notre ressource humaine dans la santé pour essayer de renforcer nos institutions de santé. Les responsables de l'Organisation mondiale de la santé reconnaissent les responsabilités de la communauté internationale dans cette flambée épidémiologique à laquelle a assisté le monde entier. Les ministres ont tous tenu à saluer le travail remarquable effectué par les personnels de santé dans la lutte contre Ebola, qui ont payé un lourd tribut avec au moins 343 décès depuis l'apparition de la maladie. Au même moment, les pays touchés par Ebola sont appelés à rester vigilants pendant cette période des fêtes de fin d'année. Une période où l'on observe d'importants échanges commerciaux et de grands déplacements de population. Ces derniers pourraient avoir tendance à baisser leur garde face au virus. La Fédération des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, FICRE, a appelé jeudi à la vigilance face à l'épidémie d'Ebola en raison des déplacements pour les fêtes de fin d'année en Afrique de l'Ouest. La stabilisation de la progression de la maladie et les signes de déclin observés dans certains endroits sont une bonne nouvelle, mais ne devraient pas conduire à minimiser la lutte. Il y va des progrès faits jusqu'ici et aucune porte ne devrait s'ouvrir à de nouvelles contaminations. La période des fêtes se voulant être des moments de convivialité et d'effervescence, l'éveil doit être de mise. Il pourrait y avoir un risque de vague d'infection si l'on ne prend pas toutes les mesures nécessaires et si pendant les fêtes de Noël,
Les gens se déplacent sans observer les mesures de précaution qui ont été proposées jusqu'ici. C'est une combinaison de plusieurs facteurs où, lors des fêtes, les gens voyagent davantage et risquent de baisser la garde face au virus. Le travail de prévention commence à porter ses fruits et permet d'éviter jusqu'ici le scénario apocalyptique d'une épidémie massive qui aurait pu emporter des dizaines de milliers de personnes, comme certaines projections le laissaient imaginer il y a quelques mois encore. Mais le tout n'est pas joué. L'observance des bonnes pratiques doit se faire rigoureuse. C'est l'arme la plus sûre. La meilleure option en ce moment, c'est de s'appuyer sur les comportements et les attitudes des gens face au virus, l'action au sein des communautés, les traitements disponibles et des enterrements dignes mais sans danger d'infection. Nous devrions avoir confiance en la population locale. L'histoire l'a montré. Les individus, leurs communautés et leurs familles sont capables de prendre la mesure et la gravité de la situation et d'adopter les comportements appropriés pour y faire face. La Fédération des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge compte actuellement environ 11 000 volontaires impliqués dans la lutte contre Ebola au Libéria, en Guinée et en Sierra Leone. L'épidémie a fait 6 388 morts selon le dernier bilan de l'Organisation mondiale de la santé. La Fédération internationale des ligues des droits de l'homme a annoncé jeudi que la justice ivoirienne doit mettre fin à l'impunité pour les auteurs des violences post-électorales de 2010 à 2011 afin de rendre justice aux victimes. Dans un rapport intitulé « Côte d'Ivoire, choisi entre la justice et l'impunité », l'ONG appelle Abidjan à lever tous les obstacles pour le jugement impartial et équitable de tous les responsables de la crise post-électorale, y compris parmi les forces républicaines et l'armée ivoirienne. La FIDH dénonce en outre l'insuffisance des poursuites dans les cas de violation des droits de l'homme commises pendant la crise post-électorale de 2010-2011 qui a fait plus de 3000 morts. Très nombreux crimes sexuels commis par la crise n'ont pas fait l'objet d'enquêtes particulières, constate-t-elle. Le rapport fait également état du déséquilibre des poursuites sur 150 inculpés pour les plus graves violations commises entre décembre 2010 et mai 2011, seuls 2 appartiennent au camp du président Alassane Ouattara. Au Nigeria, le président sortant Goodluck Jonathan, candidat à sa propre succession pour la présidentielle de 2015, connaît depuis hier son principal rival. Il a pour nom Muhammadu Buhari, candidat du Congrès progressiste APC. La Convention nationale, la 3e du Congrès progressiste et APC, principal parti de l'opposition, a une nouvelle fois propulsé au devant de la scène Muhammadu Buhari. L'ancien homme fort du pays, entre 1983 et 1985, a remporté les primaires du parti à une très large majorité. 3430 voix sur les 7214 suffrages exprimés, contre seulement 954 pour son principal rival, l'ancien vice-président Atiku Abubakar. Une 4e aventure de fête à la course à la présidentielle pour Muhammadu Buhari. Je n'ai pas été nommé candidat parce que je suis mieux que tous les autres candidats. Je le vois comme un hommage et une marque de confiance pour porter le flambeau de l'Union pour sauver notre cher pays, le Nigeria, des mains de ceux qui l'ont conduit dans l'état actuel d'insécurité, de pauvreté, de division sectaire et de désespoir. Sectarian divide and hopelessness among our people. Le 14 février, Muhammadu Buhari, ce musulman du Nord, fera donc face à son rival de 2011, le président sortant Goodluck Jonathan, chrétien du Sud, éclaboussé ces derniers temps par plusieurs scandales et une insécurité persistante dans le nord-est du pays. La bataille s'annonce d'ores et déjà serrée, mais aussi très tendue. Au Ghana, des représentants du gouvernement et des ONG sont en concertation. Ils espèrent trouver une solution afin de protéger les femmes accusées de sorcellerie dans le nord du pays. Reportage. Le Ghana, pays où les superstitions sont extrêmement répandues, il suffit d'accuser une femme de sorcellerie pour que sa vie bascule. Un deuil, une maladie, même un mauvais rêve peuvent servir de preuve. Dans le nord du pays, les femmes accusées d'être des sorcières sont contraintes à l'exil dans des camps où elles vivent dans la misère.
Une pratique qui dure depuis plus d'un siècle et fait tache dans un pays considéré comme ayant fait d'énormes progrès en matière de développement. J'ai hâte de retourner à la maison parce que je n'aurai plus à aller chercher de l'eau pour mes besoins. Mes petits-enfants prendront soin de moi. De plus, je n'ai plus à travailler dur pour gagner de l'argent pour la nourriture. I have been there for 4 years now, and we have reintegrated 46. Je suis ici depuis 4 ans maintenant et nous avons réintégré 46 femmes chez elles pacifiquement. L'État s'intéresse à la situation. Mais le seul problème est que nous aimerions qu'ils adoptent notre politique. Nous ne forçons pas les femmes à partir et nous ne leur disons pas du jour au lendemain de partir. Non. Ce que nous faisons, nous allons à la rencontre des communautés pour travailler. Avant d'arriver, la femme est rassurée d'y aller et la communauté acceptera même. Au Ghana, les croyances en la sorcellerie sont encore très ancrées. Des ONG et même le gouvernement cherchent des moyens, des solutions pour apporter assistance et abri à ces femmes qui sont stigmatisées et dont la vie serait mise en danger si elles devaient rester dans leur village. Direction la France où l'Élysée a accueilli hier la conférence nationale du handicap qui s'est penchée sur divers sujets tels que la scolarisation, l'emploi et l'accessibilité. Pour la circonstance, le président Hollande a appelé les Français à porter un regard différent sur le handicap. Il a par ailleurs annoncé qu'en 2017, les handicapés auront pour la première fois accès aux documents de tous les candidats. Suivons ici un extrait de sa déclaration. L'enjeu, c'est la reconnaissance. C'est le regard qu'une société doit porter sur le handicap, sur la différence. Changer le regard, c'est considérer les 12 millions de personnes qui vivent avec une incapacité ou un handicap. Je pense aussi à la prestation de compensation du handicap, la rendre plus simple. Aujourd'hui encore, il n'est pas possible pour les personnes en situation de handicap de pouvoir utiliser le numérique pour accéder à ce qu'on appelle la propagande, aux documents électoraux. Eh bien, l'élection présidentielle de 2017 sera la première pour laquelle les documents des candidats seront accessibles pour tout citoyen, quel que soit son handicap. À la rentrée 2015, au moins une unité supplémentaire d'enseignement en milieu scolaire ordinaire sera ouverte dans chaque département. Et le nombre sera ainsi porté de 200 à 300. En plus des 60 classes autisme déjà programmées d'ici la rentrée 2016. La ville de Hong Kong a retrouvé son fonctionnement habituel avec un flux ininterrompu de véhicules sur sa principale autoroute urbaine après l'évacuation des manifestants pro-démocratie. Ces derniers, comme vous le savez, occupaient le cœur de l'ancienne colonie britannique depuis plus de 2 mois. La police a démantelé les barricades, détruit le village de Tente et interpellé plus de 200 manifestants restés sur le principal campement du mouvement qui coupait 9 voies reliant l'est à l'ouest de l'île de Hong Kong depuis la fin du mois de septembre. Cette opération menée jeudi sans violence par des centaines de policiers dans le quartier d'affaires d'Admiralty, près du siège du gouvernement, met fin à une crise politique sans précédent depuis le retour en 1997 de Hong Kong dans le giron de la Chine après 155 ans de présence britannique. Le calme est revenu et les routes ne sont plus bloquées. Les protestataires, dont une majorité de lycéens, d'étudiants et de jeunes travailleurs, réclament l'instauration d'un véritable suffrage universel et contestent la présélection par Pékin des candidats au poste de chef de l'exécutif local. Les autorités chinoises n'ont fait aucune concession sur le fond de leurs revendications, mais les manifestants ont promis de poursuivre leur combat sous une autre forme. Certains, cependant, ne cachaient pas leur amertume vendredi face à l'échec des manifestations qui bénéficiaient d'un fort soutien de la population, mais ont fini par lasser les habitants obligés de passer des heures dans les transports en commun. Benny Tai, le chef de file du groupe Occupy Central, qui, le premier, avait lancé l'idée d'occuper des quartiers stratégiques, a rejeté lui aussi la perspective de sit-in dans un proche avenir. Ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.